La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Emmanuel Ruben avait déjà publié 12 livres quand il a décidé de se pencher sur l'histoire juive algérienne de sa famille maternelle. Cette histoire, il la restitue de façon romancée dans Les Méditerranéennes, un ouvrage publié chez Stock qui nous plonge au cœur de l'héritage multiculturel de l'Algérie, où les Juifs occupent une place importante mais trop souvent méconnue. Les Méditerranéennes est autant un hommage à l'histoire juive d'Afrique du Nord qu'aux femmes de la famille d'Emmanuel Ruben, qui deviennent les visages d'une transmission millénaire parvenue jusqu'aux dernières générations nées en France. Emmanuel Ruben appartient justement à ces jeunes générations et nous sommes très heureuses de le recevoir aujourd'hui pour en parler. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous pour commencer nous raconter quelle est votre histoire séfarade à vous ? C'est compliqué parce que des histoires, on a plein d'histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte. L'histoire que j'ai racontée dans ce livre, en fait, c'était pas la première fois que je me penchais sur ses origines. J'avais déjà tenté de le faire dans un deuxième livre, qui n'est pas vraiment un roman, qui s'appelait Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu, dans lequel dans lequel je tutoyais un grand-père, le père de ma mère, qui s'est suicidé pendant la guerre d'Algérie. Et c'était un livre assez court, très autobiographique, et dans lequel je disais finalement peu de choses de l'Algérie parce que je savais peu de choses de ce grand-père parce que je savais peu de choses sur lui. Et je m'étais penché, en fait j'avais rempli tous les silences, en fait, par les phrases de Camus, tout simplement. J'étais allé chercher dans Camus parce que c'était l'écrivain algérien par excellence. Et je racontais un peu ma famille à travers ce livre, mais finalement très peu. Et je me suis rendu compte que j'avais... je sais pas, après c'est compliqué le retour qu'on a sur les livres qu'on a écrits, mais j'avais l'impression d'avoir juste effleuré les choses avec ce livre. J'avais envie de tout reprendre un peu à zéro et d'écrire un roman qui serait inspiré de cette histoire, ce que je m'étais interdit en fait avec ce livre. Donc c'est comme ça que ça a donné Les Méditerranéennes 9 ans plus tard, où cette fois-ci j'essaye de comprendre le suicide de ce grand-père. Il reste quand même assez central en fait dans l'histoire, mais il est éclairé par plein d'autres histoires et surtout par des femmes en fait qui parlent. Là, cette fois-ci j'ai décidé de faire parler les femmes puisque finalement c'était celles qui me parlaient dans la famille. J'ai passé beaucoup de temps avec toutes les femmes, avec ma grand-mère, qui s'appelait Mamie Baya, comme la grand-mère du livre, avec mes tantes, celle qui s'appelle la tante Déborah, les autres tantes. Donc en fait, c'est un livre qui est nourri des récits de toutes ces femmes, et c'est pour ça que chaque chapitre porte le nom d'une de ces femmes. Et donc il y a 9 chapitres. 9 femmes, 9 bougies, comme les bougies de Hanouka. On va y revenir sur cette transmission féminine, mais est-ce que vous pouvez juste nous raconter, je crois que c'est votre branche maternelle qui était algérienne, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous remettre dans le contexte de votre famille ? Eh bien, donc je viens d'une famille juive d'Algérie, de Constantine. J'ai fait des recherches généalogiques. Je suis remonté jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ils étaient tous de Constantine. Personne. Alors qu'avec quelques exceptions, j'ai quand même trouvé une personne de Tunis et une personne de Renchela. C'est vraiment à la frontière tunisienne. Sinon, ils étaient tous de Constantine. Alors qu'on m'avait raconté des choses un peu différentes. Ma grand-mère avait tendance à me raconter qu'une partie de la famille, donc la famille c'était des Atali et des Zerbib, on dit qu'avec les Zerbib on remplissait la moitié des synagogues de Constantine, et c'est vrai que si on va à Constantine, il suffit d'aller au monument aux morts et vous voyez que la moitié des morts pour la France sont des Zerbib. On m'avait raconté que les Atali venaient... Alors les Zerbib c'est vraiment un nom berbère, donc c'était des Juifs d'origine berbère. On m'avait raconté que les Atali venaient d'Italie. En réalité, j'ai rien trouvé qui pouvait même... J'ai un oncle qui a fait des recherches qui me dit qu'il viendrait d'une ville des Pouilles qui s'appelle Trani. J'ai rien trouvé de tout ça. En tout cas, voilà, ils étaient tous à Constantine. Ça commence par 2 rabbins. Un rabbin qui s'appelle un rabbin d'Armont
et un rabbin Maman. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé, en effet, je me suis trouvé vraiment des rabbins dans mes ancêtres. Et ils ont tous quitté l'Algérie en 1962. Et alors, comment cette histoire vous a été transmise? Parce que vous parlez des silences dans votre livre, de ce qui n'a pas été transmis. D'ailleurs, vous venez de dire que vous vouliez combler ces silences. Donc, comment cette histoire vous a été transmise, cette histoire algérienne? Elle m'a été transmise par les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon fragmentaire, en fait. Lors de repas de famille, en fait, j'avais, à chaque fois que j'allais à un repas de famille, à une fête juive, bien, j'avais tout le temps une tante qui allait me raconter une partie de l'histoire. En réalité, c'était très souvent quand même la même histoire, et notamment le pogrom de Constantine. Ça revenait à toutes les fêtes de famille, à tous les repas. J'avais le droit en long, en large et en travers au pogrom de Constantine, qui est le pogrom d'août 1934, mais qui n'est pas très connu. En fait, quand on parle avec les gens du pogrom de Constantine, en réalité, souvent ils ne connaissent pas. C'est quand même le dernier pogrom de France, parce que je dis à un moment dans le livre, je fais dire à un personnage, si on cherche le dernier pogrom de France, on trouve l'Alsace au 19e siècle, sauf qu'en 1934, en août 1934, il y a le pogrom de Constantine, parce que l'Algérie à l'époque c'était la France, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, vous revenez longuement sur l'Algérie, vous revenez sur la guerre, sur le décret Crémieux, sur ce pogrom de Constantine, sur la colonisation française, sur les guerres d'ailleurs, puisque votre famille a été marquée par la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a un tabou peut-être en France sur cette histoire algérienne ? Tout d'abord, cette histoire algérienne, en fait, elle est pas très connue, parce que si on prend toutes les histoires de séfarades, c'est rarement des Algériens. La vérité, si je mens, c'est pas des Algériens, c'est des Tunisiens. En fait, ceux qui ont déjà l'histoire des séfarades, elle est pas très connue dans la littérature. Elle est passée par d'autres biais. Ça, Benjamin Stora l'a bien expliqué. Et c'est souvent des Tunisiens et des Marocains, en fait. Gad Elmaleh aussi, qu'on connaît bien, il est marocain. Les Algériens ont été beaucoup plus... comme en fait, ils se considéraient parfaitement français, en fait, il n'y a pas de spécificité, en fait. C'est ça le gros souci. Et puis, contrairement à l'histoire des Ashkénazes, qui a quand même beaucoup occupé tout le monde, en fait, il y a très peu d'écrivains français d'origine juive séfarade, et encore moins d'origine juive algérienne, en réalité. Si tant est qu'on peut considérer, parce que sur les séfarades, on n'est pas tous d'accord, parce qu'en fait, est-ce que les Algériens sont des séfarades? Non, parce que séfarade, ça veut dire qu'ils viennent d'Espagne. Si on considère que c'est des juifs berbères, ils sont pas du tout séfarades. En Israël, c'est plutôt ce qu'on appellerait les Mitzraïm. Donc en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai voulu montrer que c'était plus compliqué que ça. D'ailleurs, un des articles qu'il y avait sur le livre, c'était Eliata Bekassis qui a écrit cet article. Elle dit elle-même à quel point, oui, c'est vrai que sur l'Algérie, il y a très peu de livres. Il y a eu, alors heureusement, il y a quand même il y a Valérie Zenati qui a fait un très beau livre qui est Jacob. Il y a Olivia El-Kaïm avec Le tailleur de Rélisane, mais ce sont des livres récents, en fait. Exactement. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pogrom de Constantine? Parce qu'on l'a cité sans expliquer, et je pense que peu de gens le connaissent. Donc ça se passe autour du 5 août 1934. Il y a eu des famines, en fait, en Algérie, et on va désigner, en fait, les Juifs comme des boucs émissaires. Les Juifs habitent... Constantine, c'est une ville très juive. Le tiers de la population de Constantine est juive. On disait que Constantine, c'était vraiment la Jérusalem du Maghreb. C'est la ville la plus juive d'Algérie. Les Juifs vivent dans un quartier qui s'appelle Karchara, qui est une sorte de ghetto sans lettres, parce qu'en fait, ils sont quand même mélangés avec les musulmans. Et les auteurs du massacre, ce sont en fait des crèves-la-faim qui sont arrivés de tous les douars alentours, qui ont été obligés de quitter leur douar à cause de la famine, qui vont se retrouver dans Constantine, et on va leur désigner un bouc émissaire suite à des rumeurs. Il y a cette famine, puis il y a aussi des rumeurs de la disparition d'un notable musulman qui s'appelle le docteur Benjeloul, qu'on n'a pas vu à une réunion. Et puis il y a une autre rumeur qu'un juif qui est un ancien zouave
aurait uriné sur le mur d'une mosquée. Et suite à ça, il va y avoir des coups de feu, des échauffourées, et puis ces paysans en fait vont déferler sur la ville, ils vont s'en prendre à des juifs de la ville, et il y aura 25 personnes qui vont être massacrées, beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de magasins qui vont être dévastés. Il faut savoir que ce jour-là, moi ce qu'on me disait toujours dans la famille, c'est qu'en fait ce jour-là la France était absente. C'était le terme qui revenait très souvent. Ce jour-là la France était absente parce que le gouverneur n'était pas là, le préfet n'était pas là, le maire n'était pas là. Le général de division, il y avait une division à Constantine, n'était pas là. À un moment, je fais dire à un des personnages, le truc, le chouette, le machin chouette, n'était pas la personne. Et donc, l'armée française ne va intervenir qu'à la fin, alors qu'en fait, les auteurs du massacre sont déjà repartis. Donc on est dans un contexte très particulier de hausse très importante de l'antisémitisme. Août 1934, c'est peu de temps après février 1934, les émeutes à Paris, des ligues d'extrême droite. Et l'Algérie est devenue vraiment un terreau de l'antisémitisme. En fait, un député antisémite qui voulait se faire élire, il allait en Algérie pour se faire élire. Il y a vraiment eu des députés qui sont allés en Algérie parce qu'ils savent que là-bas, ils ont une véritable base électorale. Et à l'époque, le maire de Constantine, qui s'appelle Morino, a été élu maire de Constantine avec l'étiquette du parti antisémite. C'était vraiment le nom du parti. Hein. C'était pas, on ne se cachait pas derrière des faux noms comme les vrais Finlandais ou je ne sais pas quoi. Alors, vous êtes historien et géographe de formation, surtout géographe, je crois, mais on l'entend quand vous en parlez, vous connaissez bien l'histoire. Et on se demandait, en fait, en quoi la petite et la grande histoire dialoguent-elles pour raconter cet héritage séfarade, avec des guillemets, hein, puisque le terme séfarade ne met pas tout le monde d'accord. Je trouve que les Méditerranéennes est un parfait exemple de ce mélange entre petite et grande histoire. Je ne sais pas si vous avez cherché à faire dialoguer ces deux formes d'histoire. Moi, je pense que dans un roman, forcément, en fait, c'est le lieu de rencontre de la petite et de la grande histoire. Mais pas seulement. Si on lit, par exemple, les livres de Benjamin Stora qui m'ont beaucoup servi pour écrire ce livre, c'est aussi des livres dans lesquels se rencontrent la petite et la grande histoire, parce que la particularité de Benjamin Stora, c'est que comme il raconte une histoire dont il est originaire, en fait, ça lui permet aussi de raconter sa propre histoire et l'histoire de sa famille. Là, je l'ai fait sous la forme du roman. J'ai essayé chaque date. Tout à l'heure, je disais que chaque partie du livre porte le nom d'une femme, de la famille, mais aussi chaque partie du livre, c'est une date. C'est une date importante pour l'histoire de la France, pour l'histoire de l'Algérie et pour l'histoire de la famille. Donc j'ai vraiment choisi en fait des dates assez emblématiques, comme la première date c'est 1836, c'est-à-dire la première tentative de prendre Constantine par l'armée française. Et puis ensuite la deuxième date c'est 1870, donc c'est le décret Crémieux. Ensuite 1914, le début de la Première Guerre mondiale. Personne ne le sait, mais en fait la Première Guerre mondiale commence quasiment en Algérie, le 4 août 14, et pour moi ça faisait vraiment écho à un événement important dans ma famille, qui est la naissance de ma grand-mère. Ma grand-mère est née le 4 août 14, et on ignore souvent qu'en fait le premier mort de la guerre de 14, il meurt en Algérie. C'est le malheureux qui allait allumer le phare de Beaune, et qui va être aujourd'hui à Naba, et qui va être en fait qui va périr en fait sous les coups d'un croiseur allemand qui ce jour-là se pointe, qui tire un coup de canon, et il se prend un coup de canon. Et donc ça c'est le premier mort de la guerre de 14, et ça c'est des choses que personne ne sait, mais que moi j'ai découvert ça en fait en écrivant ce livre. Et puis ensuite il y a 1945 avec
avec le massacre de Guelma. On parle souvent du massacre de Sétif, mais on connaît un peu moins le massacre de Guelma qui a lieu en même temps, le 8 mai 45. Voilà, je ne vais pas dérouler toute l'histoire, tout le livre, mais je m'étais rendu compte que voilà, je pouvais prendre quelques dates très importantes pour l'histoire de cette famille, qui l'était aussi pour l'histoire de la France. Alors vous venez d'évoquer le souvenir de votre grand-mère, qui fait partie de la galaxie des personnages féminins qui peuplent ce livre. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais vous avez choisi de raconter cette histoire à travers des voix de femmes. Pourquoi, même si vous avez un peu commencé à répondre, pourquoi avoir choisi des femmes? Est-ce que ça apporte quelque chose au récit, que ce soit porté par des personnages féminins? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire parler les hommes, tout simplement parce que les hommes, ils ne parlaient pas dans la famille, en fait. Une des raisons du tabou, c'est que les hommes que je connais qui ont grandi en Algérie, qui ont vraiment vécu en Algérie, donc mes oncles, ils ont fait la guerre d'Algérie. Donc en fait, ça c'est l'indicible, véritablement, la guerre d'Algérie. Ils n'ont jamais voulu parler de ça parce que c'était d'autant plus, pour eux, c'était d'autant plus douloureux qu'en fait, ils ont fait cette guerre d'Algérie sur leur propre sol, en Algérie, dans l'uniforme de l'armée française, contre les Arabes avec lesquels ils étaient, qui côtoyaient tous les jours, en fait. Donc pour eux, c'était une guerre vraiment fratricide. Et je pense que ça a été très douloureux, d'autant plus que aussi il y a aussi le fait qu'ils avaient été, c'est cette génération qui est née dans les années 30, donc c'est la génération qui a subi en 1940 aussi vous savez qu'en 1940 le gouvernement de Vichy en fait a annulé le décret Crémieux. Et donc, ils se sont retrouvés à un moment donné pendant quelques années, sans la nationalité française. Ils ont été défrancisés et ils ont été retirés pour cela. On les a chassés, en fait, des écoles. Donc, il y a une sorte de double traumatisme pour ça, puis ensuite la guerre d'Algérie. Alors que les femmes, en fait, elles parlaient beaucoup plus volontiers. Et aussi, c'était une manière pour moi, un peu de rendre justice parce que mon arrière-grand-père, qui s'appelait Ruben, qui a fait la guerre de 14, je sais tout sur lui. À un moment, je dis, je connais, je sais quand il est né, je sais quand il est mort, ou je sais quel métier il faisait, je sais où il a fait la guerre de 14. J'ai tous les détails de ses faits militaires, je sais toutes les maladies qu'il a ramenées de la guerre, notamment le fait qu'il a été gazé à 70%, comme c'était. Il a en fait son livret militaire est assez fourni. Je sais même les blagues qu'il faisait, parce que c'était quelqu'un d'assez drôle et tout ça. Si je prends mon arrière-grand-mère, qu'on appelait la mémézette, en fait je sais rien sur elle. Et j'ai une photo, et cette photo, même son visage est déchiré sur la photo. Donc c'était une manière aussi de leur rendre justice. Si les femmes étaient celles qui me parlaient de l'histoire, qui me racontaient l'histoire, en revanche, l'histoire avait laissé très peu de traces de leur vie. Votre famille va rejoindre la métropole à plusieurs moments, et vous dites quand même que votre famille a gardé les séquelles de cet exil et que même les générations qui sont nées en France, finalement, ont gardé les séquelles de cet exil. Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui ? Non, moi, je suis un des premiers, oui, qui à être né en France. Mais il y en a eu quand même quelques-uns avant moi. Je suis pas un produit direct de la guerre d'Algérie, alors qu'il y a dans ma famille d'autres personnes dont je me suis inspiré pour le livre, qui sont des produits directs de la guerre d'Algérie. En fait, quand ma tante est arrivée, donc la grande sœur de ma mère, quand elle est arrivée en France, elle a tout de suite donné naissance à son premier enfant. Et ça, c'est une génération qui porte vraiment le traumatisme de la guerre. J'ai une autre cousine dont je me suis inspiré aussi. C'est des choses qui sont c'est assez douloureux d'en parler, c'est assez compliqué. Moi, j'étais un peu mal à l'aise avec ça parce que
je savais très bien que c'était des personnes qui portaient ce traumatisme vraiment dans leur chair, en réalité, avec parfois soit des... Alors c'est difficile de savoir si on peut imputer, mais bon, quand vous avez des enfants qui ont des gros soucis de santé et qui viennent de naître, qui sont nés pendant la guerre ou juste après la guerre ou juste après un exil, alors c'est toujours hasardeux, mais disons qu'on a tendance à vouloir faire un lien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et donc j'ai décidé d'en parler dans ce livre, même si c'était quelque chose de complètement tabou. Après, il paraît qu'il y a 14 générations, hein, donc je vais pouvoir... vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que disent les recherches en épigénétique. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la souris, hein, c'est le fameux test qu'on a fait sur des souris. C'est une souris à qui on lui fait sentir un parfum, et puis ensuite on l'électrocute. La souris va établir un lien entre le parfum et l'électrocution, alors qu'en réalité il n'y a pas de lien, c'est juste que les deux événements ont été concomitants. Et pendant 14 générations, on sait que les souris vont, peut-être que ça marche aussi sur les fourmis, je sais pas, les souris vont fuir le parfum qui a été suivi de l'électrocution. Donc, la douleur, elle se transmet je dis à un moment que il y a cette phrase dans le livre, c'est que chez les Juifs, la mémoire précède la naissance. Oui. Je sais pas s'il y a ça que chez les Juifs, mais je pense que chez tout peuple qui a subi des persécutions, forcément, la mémoire va avoir tendance à précéder la naissance. Il y a un autre sujet qu'on ressent beaucoup tout au long de la lecture, c'est cette tension entre juifs et arabes, qui est une tension qu'on ressent en Algérie, mais elle est aussi présente en France, dans les discours de votre famille, elle est présente en Israël quand vous voyagez là-bas, et on la sent même présente dans votre identité, dans votre rapport à votre identité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette... vous avez d'ailleurs parlé d'une guerre fratricide, de quelque chose comme ça. Ce qui est assez particulier, c'est que moi quand j'ai fait le voyage je suis allé à Constantine et j'ai été frappé de sentir, j'ai vraiment senti quelque chose de très fort là-bas. Je le décris dans le livre à travers le personnage de Samuel. Je dis que son cœur bat plus fort à mesure qu'il se rapproche des maisons de ses ancêtres. J'ai eu vraiment... Il s'est passé quelque chose pour moi qui ne s'était pas passé, par exemple, quand je suis allé à Jérusalem. Je n'ai pas eu ce sentiment d'être chez moi. Donc, en fait, je pense que je ne suis pas que... du côté... par ma famille maternelle, je crois que je ne suis pas seulement juif, mais aussi un peu arabe, quoi. Donc... On porte les deux, ça c'est quelque chose que je savais un peu, mais que j'ai quand même vraiment découvert là-bas. D'ailleurs, on appelait ces juifs d'Algérie, on les appelait Youd al-Arab, c'est-à-dire les juifs des Arabes. Ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, c'est pour ça que finalement j'ai choisi comme titre Les Méditerranéennes, qui fait référence à une identité géographique, voire climatique. C'est qu'il y a des strates d'identité. On peut pas être réduit à une seule identité. Et ces juifs d'Algérie, ils sont juifs, mais ils sont aussi arabes. Ce sont des juifs, des arabes, des berbères, des français. C'est un mélange de tout ça. De même qu'on ne peut pas réduire l'Algérie au fait d'être un pays arabe. Moi, un jour, je me souviens très bien, pendant ce voyage en Algérie, j'ai eu le malheur de parler de pays arabe pour l'Algérie, et un Algérien m'a tout de suite repris en me disant « Mais l'Algérie n'est pas un pays arabe. L'Algérie, c'est un pays berbère qui a été arabisé. » Donc, il y a des... C'est à la fois...
on est traversé par plusieurs identités. Chaque personne est un millefeuille d'identités diverses. Mais l'Algérie, c'est aussi, ne peut pas être réduit à son arabité. C'est un pays beaucoup plus complexe que ça. Alors, on vous a demandé de choisir un morceau qui vous connectait à votre histoire algérienne. Et à notre grande surprise, vous avez choisi Who by Fire de Leonard Cohen. Pourquoi ? Leonard Cohen, c'est celui que j'ai entendu dans le ventre de ma mère, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui était très important pour moi. J'ai besoin, quand je vais pas bien, j'écoute du Leonard Cohen. Si je vais à une émission de radio, j'ai envie d'écouter Leonard Cohen parce que c'est pas que je me sente pas bien, mais ça va me rassurer. Et en fait, il faut, je cite cette chanson dans un des chapitres qui est le chapitre sur 1973, puisque c'est la chanson qu'il est allé chanter quand il est allé encourager les troupes israéliennes pendant la guerre en 1973. Donc voilà, je trouve que c'est comme toutes les chansons de Leonard Cohen, une chanson qui nous aide. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? Vous avez décidé de partir en Algérie. La question qu'on se pose, c'est quand ? Pourquoi ? Est-ce que vous cherchiez, comme vous le dites dans votre livre, ce vertige des origines ? Ah bah, je sais pas si je cherchais, mais je l'ai trouvé. Parce que si vous allez à Constantine, je peux vous dire que vous êtes sûr d'avoir le vertige. Hein. C'est vraiment une ville vertigineuse, à tout point de vue, vertige géographique, historique, archéologique, géologique. Non, bah, j'ai toujours voulu aller en Algérie. Il fallait qu'un jour je fasse le saut. Heureusement que j'ai pas trop tardé, parce qu'après c'était le confinement. Donc j'y suis allé juste avant le confinement. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'être là-bas ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était... Je l'ai dit un peu tout à l'heure. À chaque fois, voilà, je me suis senti un peu plus berbère, un peu plus algérien. Et voilà, déjà, c'était hyper émouvant de retrouver toutes les maisons de mes ancêtres. Je sais que tout le monde ne peut pas avoir cette chance. Et de sentir aussi comme s'il y avait quelque chose qui me reliait là-bas, puisqu'en fait, je sentais comme ça mon cœur qui battait à mesure que je me rapprochais de
de ces maisons. Donc je me suis je crois qu'on écrit des livres pour ça, pour mieux se connaître, pour apprendre pour apprendre à se connaître. Alors, dans votre roman, vous évoquez longuement le personnage de la Kaïna. Vous parlez donc des racines berbères, des Algériens, tout ce qui constitue en fait l'identité d'une Algérie multiculturelle. Est-ce que l'image d'une Algérie plurielle, où toutes les communautés vivaient ensemble en harmonie, n'est finalement pas un mythe que vous déconstruisez un peu dans les Méditerranéennes ? Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a un énorme mythe d'une sorte d'âge d'or, d'un moment où tout le monde vivait en paix. Ça n'a jamais existé sur Terre, en fait. Faut peut-être prévenir les gens et ça n'existera jamais non plus. Donc voilà, ça c'était... j'avais... la Kaïna, c'est un personnage... en fait, c'est marrant parce que moi, je voulais au début... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, vous verrez que le livre se termine par le mot paix. Je m'étais dit, voilà, je vais écrire un livre pour parler, je vais parler que de la paix. C'est pour ça que voilà, Léonard Cohen, je vais écrire. C'est pour ça que je vais pas faire parler les femmes, on va parler que de la cuisine, que des bonnes choses et tout. Et en fait, après, les gens ils me disent, mais dans ce livre, tu parles que de la guerre. Et parce qu'en fait, voilà, il y a... ça commence, si on remonte, quand on remonte le temps, voilà, il suffit de penser à l'époque de la Kaïna, c'est la guerre. La Kaïna, c'est une reine berbère qui se retrouve confrontée à un envahisseur. Cet envahisseur, ce sont les Arabes, c'est l'islam. Elle vient probablement, comme tous les berbères, d'une religion plutôt animiste, et on dit qu'elle se serait convertie au judaïsme. Alors d'autres personnes disent qu'elle se serait convertie au christianisme. En tout cas, elle s'est convertie à une autre religion que celle des envahisseurs. Et elle a peut-être utilisé cette religion pour se battre. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, en fait. D'ailleurs, vous dites que vous parlez beaucoup des guerres. Moi, je me suis même demandé dans la lecture, est-ce que c'est un livre sur l'antisémitisme ? J'avais lu des livres sur l'antisémitisme pour l'écrire. J'avais lu d'ailleurs un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'antisémitisme, c'est le livre de Delphine Orwiller. Je ne sais pas si c'est c'est-à-dire, en fait, non, par contre, c'est sûr que je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas... si l'antisémitisme n'était pas revenu, en fait. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien, c'est au moment de Mohamed Merah, en fait, des attentats de Mohamed Merah. Il y avait eu d'autres moments. D'ailleurs, il y a un truc que je me dis toujours. Vous savez à quoi on reconnaît un endroit où il y a des juifs ? Non. C'est qu'il y a quelqu'un avec un fusil. C'est qu'il y a quelqu'un avec un fusil qui vous attend en bas et un gilet pare-balles. Comme à l'entrée de cette radio. Comme à l'entrée de cette radio. C'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de savoir. Depuis que je suis tout petit, je vais dans des synagogues qui sont gardées par un monsieur avec un fusil et un gilet pare-balles. Et donc, j'ai grandi avec ça, comme tous les juifs. Et ça serait bien qu'un jour ça s'arrête. Oui. Alors, vous finissez votre livre quand même sur ce passage qui est que vous allez voir votre famille, un déjeuner familial, je crois, ou juste après votre voyage en Algérie. Est-ce que vous leur avez montré ces photos ? Parce qu'on ne le sait pas dans le livre. Et comment ont-ils réagi à votre voyage ? Ouais, je leur ai montré les photos. En fait, l'épisode des photos, je l'ai un peu... Comme Samuel ne fait pas exactement le voyage au même moment que moi, j'ai changé quelques petits trucs dans la chronologie. De toute façon, c'est un roman, j'ai changé pas mal de choses. Oui, je leur ai montré les photos et ça m'a d'ailleurs... leur réaction m'a permis d'écrire le livre. Après, c'est toujours... je pense qu'il faudrait que je les emmène avec moi et qu'on parte tous ensemble en Algérie et que je leur montre ça. Parce que les photos, ça remplace pas le réel. Et comment dire, en fait, c'est assez délicat parce que moi, je peux y aller en Algérie, mais pour ma mère ou pour mes tantes, pour mon oncle,
les conséquences que ça pourrait avoir pour eux de faire le voyage, en fait, moi, je peux pas les mesurer. Et je comprendrais, je comprends en fait pourquoi ils n'ont pas fait le voyage, et je comprendrais très bien pourquoi, si demain je prends un billet d'avion pour l'un d'entre eux, il me dit mais non, je vais pas venir avec toi en fait, parce que j'ai pas envie d'aller dans un pays où en fait tout a été effacé. Il y a un très beau livre là-dessus qui est le livre de Raphaël Drahi qui s'appelle Le pays d'avant. Dans la fin d'un livre de Jacques Attali aussi, il parle de ça. C'est cette impression d'arriver dans un lieu où on a vécu et dont il ne reste que le décor, parce que tout est là. Si vous allez à Constantine, tout le décor de la colonisation, il est encore présent. Parfois, les lieux n'ont même pas changé de fonction, d'attribution. C'est-à-dire que la poste, elle est toujours au même endroit. C'est toujours la poste centrale, c'est toujours la poste qui a été construite par les Français avec une architecture totalement coloniale. Vous avez toujours la préfecture, la mairie, l'hôtel de ville. Donc tout ça, c'est extrêmement présent. Sauf qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui n'est plus là. Merci Emmanuel Ruben d'être venu nous parler de votre Algérie dans La vérité si je m'en plu. Votre livre Les Méditerranéennes a été publié cette année chez Stock et il est toujours disponible en librairie. Lisez-le, il vous donnera envie d'aller à Constantine. La vérité si je m'en plu est un podcast réalisé par Miline, d'Elisa Azegui-Burlac et de Myriam Louvain, en partenariat avec RCJ. Musique de Sarah Pérez, alias Charou.